10 minutes, vas-y. Donc, le problème de la pénurie des médecins spécialistes dans les régions de l'intérieur, c'est un problème qui a suscité beaucoup de discussions, des conversations ce temps-ci, des discussions qui ont, dans la majorité des cas, viré vers de la polémique. Donc, ce problème est une situation qui touche à peu près 65% du territoire tunisien, avec un manque, selon l'Organisation mondiale de la santé, dans son dernier rapport en 2013, de 920 médecins spécialistes dans les régions de l'intérieur, et un problème qui touche à un aspect trop important qui est les inégalités entre les régions, avec le district de Tunis de 111 médecins spécialistes pour 100 000 habitants, et la région de Centre-Ouest avec 12 médecins spécialistes pour 100 000 habitants. Donc cette situation actuelle n'est pas sans répercussion, parce qu'avec des délais d'attente énormes avant de bénéficier d'un acte de soins, spécialement ce qu'on appelle la chirurgie froide, des rendez-vous trop espacés et l'impossibilité d'appliquer une surveillance rapprochée de certaines maladies, comme les maladies chroniques, spécialement les maladies cardiovasculaires. Le résultat, c'est la dégradation de l'état de santé des Tunisiens dans ces régions. Donc, pour ces répercussions et cette situation, la politique actuelle de l'État tunisien, c'est trois piliers principalement. Le recrutement habituel par le ministère de Santé publique, mais ce recrutement s'avère inefficace avec seulement 186 médecins qui ont été recrutés, 122 seulement ont accepté l'affectation, 122 sur 604 pendant l'année 2012-2013. Le deuxième pilier de cette politique, c'est le recrutement des médecins étrangers avec beaucoup de difficultés, des difficultés de communication entre le médecin et le patient, le citoyen tunisien, des procédures complexes et longues et un coût financier qui n'est pas négligeable. Troisième, une tentative était de faire une loi obligeant les médecins, les étudiants fraîchement diplômés de travailler 3 ans dans les zones d'intérieur, une situation qui a suscité une crise de confiance entre le corps de métier et les responsables du ministère et qui a fini par échouer. Donc, devant cette politique actuelle, ces situations et ces problèmes, on propose 3 axes de solutions, des solutions qui visent à réduire les inégalités et à protéger le droit des Tunisiens à l'accès à la santé. Premièrement, c'est inclure le facteur région dans le choix de spécialité pour les nouveaux résidents. Donc, quand l'interne en médecine il va accéder à sa formation spécialisée, un certain nombre, de 10 à 15% de ces postes vont être accompagnés d'un engagement de travailler dans les régions d'intérieur pendant 5 ans. Deuxièmement, c'est de responsabiliser, c'est d'avoir des médecins généralistes locaux qui travaillent dans ces régions. Ces médecins qui sont généralement installés là-bas, qui ont de la famille là-bas, pendant 5 ou 10 ans, c'est de leur donner la possibilité d'accéder à une formation spécialisée, aussi avec un engagement de rester dans ces régions et de pratiquer la médecine là-bas. Cette politique a été utilisée au Maroc, a été utilisée au Maroc dans les années 1980, 5 ans avant l'intervention, le manque en médecins était à peu près de 1300, 10 ans après l'intervention, il était à peu près 600 médecins. Donc, le dernier pilier de ce qu'on propose comme solution, c'est la régulation de l'installation dans le secteur privé, ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est d'avoir un nombre de médecins bien déterminé pour une population bien déterminée, ce système va nous permettre d'effectuer une régulation automatique et équitable entre les régions de la Tunisie. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Je remercie donc Cécile pour cette présentation très claire, donc avec une
une analyse de ce qui est déjà en cours. Je ne sais pas si dans les points avancés dans les analyses précédentes, il y avait le recrutement, les étrangers et la loi, mais il y a aussi des incitations. Je pense que le gouvernement a essayé de donner des incitations financières, donc aussi pour attirer les médecins vers les régions, et ça n'a pas marché non plus. Donc il y avait cette analyse un peu de la situation, peut-être une analyse des autres facteurs qui n'ont pas été suffisamment aussi apportés ici donc, à cette présentation, à la fois l'infrastructure, à la fois donc, le personnel paramédical, les autres parties prenantes aussi. Il ne faut pas oublier que la médecine n'est pas une question de médecin. Hein. Donc c'est une question de professionnels de santé dont font partie les médecins, mais aussi d'organisation, de ressources, et c'est tout un système d'éducation, etc. Je trouve que l'enchaînement s'est construit de manière assez cohérente. Juste au niveau des parties prenantes, je pense que vous avez insisté sur le médecin. Et même dans la formulation des problèmes, je pense qu'il ne faut peut-être pas, je vous ai fait la remarque hier, donc la formulation ne devrait pas avoir une connotation corporatiste. Le problème, ce n'est pas que les médecins donc, sont en nombre faible dans les régions, le problème c'est la qualité, c'est le droit à la santé, la qualité des citoyens, la qualité des soins apportés à des citoyens tunisiens un peu partout dans la région. Donc si vous la présentez de cette manière-là, on a l'impression que c'est un peu corporatiste. Donc je pense qu'une reformulation du problème qui devient centré sur l'humain, sur le citoyen, sur le droit, serait un peu plus intéressant. Merci. Merci Yassine pour cette présentation. Je capitalise sur ce que dit Sifat. On sent un peu de corporatisme, d'un aspect, pas de corporatisme, mais un aspect corporatiste dans la présentation. Et ce qui en soi n'est pas mauvais d'un côté, mais il ne faut pas oublier d'un autre côté les différentes dimensions énoncées par Fatih. Autre chose, en gros, c'est clair que c'est pas ce que vous proposez, c'est pas les mêmes dispositions qui ont été proposées dans la loi, qui a échoué. Il y a des changements. Mais si je reviens un peu en arrière, l'année dernière, justement, parmi les réclamations de ces gens-là, c'était fait de sorte que nous puissions accéder à une éducation pour nos enfants, à un système de santé pour nous-mêmes, à une vie décente pour nous-mêmes dans les régions, et nous allons partir donc c'est peut-être, c'était pas à chaque place à la gêne du tout, je pense, mais c'est quelque chose de très conséquent, et donc ça ouvre un chantier sur différents niveaux sur différents niveaux. Et éventuellement, une loi ne peut pas régler tout, et surtout une loi qui va être proposée essentiellement sous le lead du ministère de la Santé, donc elle ne va pas penser à l'éducation, certainement, rien que ça. Et de ce fait, je pense qu'il faut un peu, essayer d'approcher la chose de manière un peu plus, avec d'autres dimensions. Mais sinon, par rapport à ce qu'on a vu les 4 jours, sincèrement, on retrouve les différentes
les différentes choses qu'on a vues, et éventuellement peut-être un peu les parties prenantes qui manquent un peu. Je viens dire un mot. Déjà, je te remercie d'avoir vraiment choisi ce problème-là, parce que c'est un problème qui persiste depuis très très longtemps, et on n'a pas l'air de trouver vraiment de solution. Grosso modo, et comme les amis l'ont dit, vous avez structuré convenablement votre démarche et votre présentation. Par contre, je trouve que les solutions préconisées, bien que vous avez fait du benchmarking avec le Maroc, qui est quelque chose de fondamental, c'est quand même des politiques qui sont agressives, d'accord, dans le sens qu'ils s'engagent. Pour faire ceci, avant votre internat, vous vous engagez à la fin de l'internat d'aller faire 5 ans ceci. Et ce genre de politique, quelque part, montre, à mon avis, un manque d'innovativité, si je peux dire, et peut-être un manque de compréhension du contexte socio-culturel tunisien. Parce que, effectivement, le plus grand problème, c'est que si moi j'étais médecin et qu'on me demande d'aller travailler dans un tout petit village, là où il n'y a pas d'école, là où il n'y a pas d'infrastructure minimale pour que je puisse vivre convenablement avec ma famille, c'est peut-être là le plus grand problème. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier que dans les politiques, il faut avoir un bouquet de politiques. Il ne faut pas nécessairement regarder un seul point et se concentrer seulement sur l'élément de premier degré. D'accord? Donc, certainement, je crois qu'il faut être plus innovateur, et ne me demandez pas comment, je ne sais pas. D'accord? C'est à celui qui s'attaque à la problématique qui devrait faire l'effort de le faire, mais aussi ne restez pas seulement sur un seul axe qui est comment pousser le médecin spécialiste à aller pratiquer ailleurs. Parce qu'à un certain moment, ils ont préconisé le service militaire comme étant une solution. Donc vous avez grosso modo fait la même chose. D'accord? C'est-à-dire, on ne donne pas trop de choix et on n'essaie pas de comprendre le stakeholder qui lui est le spécialiste. Et, exactement, c'est lui qui est le concerné. Donc, il faut quand même faire un effort de penser en dehors de la boîte. Think out of the box. Et c'est ce que, comme jeune qui s'intéresse à la problématique, et je t'ai remercié pour ça, il faut aller au-delà de ce qu'on a fait et de ce que est en train d'être fait, tel qu'au Maroc ou quelque chose de ce genre-là. Certainement, pour l'immédiat, on ne peut pas bâtir une infrastructure et préparer des villages pour que ce spécialiste se déplace ici ou par là. Donc il faut aussi des réponses immédiates. D'accord? Peut-être aussi qu'il fallait penser à une politique en phase, en plusieurs phases, 2 ou 3 phases. Première phase, on fait ça, deuxième phase, on fait ça. Voilà. Donc, mais le point essentiel, to think out of the box. Si vous avez quelque chose à dire. Oui, vas-y. Juste pour une petite remarque, pas sur on vous remercie, c'est vrai. Bon, maintenant, pour les propositions, il y a un goût de déjà-vu. C'est des options qui ont été adoptées par d'autres pays. Voilà. Bon, avec tout ce travail de fond, on ose des pistes ou des propositions. Ce qu'a fait le Maroc, la formation spécialisée pour les médecins qui sont dans la région, il va être formé, donc il va être déplacé. La formation ne va pas se passer dans son village. Et qui va le remplacer en tant que médecin généraliste? Deuxième élément, peut-être la question, c'est le recours aux médecins étrangers. Le recours aux médecins étrangers a un autre corollaire. C'est qu'on est dans un pays où on a recours aux médecins étrangers alors qu'on a des médecins chômeurs, pour lesquels l'État a payé vraiment combien coûte la formation d'un spécialiste ou d'un médecin.
et que ça traduit un dysfonctionnement. Il ne faut pas que ce soit une remarque qui soit dite en passant, c'est malheureusement que ce bled qui a toujours été, vous l'avez dit, mais ça coûte pour la collectivité. Bon, on se plus, il est inacceptable. Et c'est révoltant. Qui a fait autant de progrès d'avoir. Oui, mais c'est révoltant. Dans un pays, c'est révoltant que des familles, des jeunes, ils investissent, on se trouve. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne sait pas. Les femmes ont peut-être que l'État devrait trouver, sûrement que dans d'autres pays, les solutions existent. Le système d'incitation, que fait l'État? À partir de quel moment? Là, je suis sûr que même les plus gros spécialistes, si on fait un système d'incitation, c'est des gens rationnels, ils pourraient aller travailler dans les régions. Oui, mais j'ai oublié de mentionner, mais le système d'incitation actuellement, elle est intégrée dans l'option numéro 1 du recrutement. Parce que les zones des régions intérieures sont A, B, C. Si tu as travaillé aux zones A, tu as 300 ou 400 dinars de plus, B, 600 ou 700, et zone C, ça peut aller jusqu'à 1000 dinars. Mais avec ça, jusqu'au moment, on n'a que 122 médecins qui ont accepté d'être affectés dans... Donc le système d'incitation, il est automatiquement inclus dans l'option numéro 1, qui est une politique actuelle, non utilisée par... Voilà, ce qui était intéressant, c'est de faire un questionnaire aux 300... à tous les candidats et pourquoi ils ont accepté, pourquoi ils ont refusé, avant voilà, moi j'étais dans les discussions entre le syndicat des internes, puisque j'étais membre du bureau. Donc pourquoi les gens, je vais dire, bon, c'est un peu en dehors, mais on ouvre les postes s'ouvrent, mais faites le poste Fizarouen. Le candidat basé à Tunis, c'est classé zone B. Même le Mehdi, à un certain temps, était classé zone B, par manque de médecins. قال لك انا كنجيني في سراوين نمشي نخدم عامين فماش حتى مشكله. بعديك هما كيعملوا لافكتاسيون اوتوماتيك يطلعوش في سراوين يطلع في الكاسرين. دونك هو يبوستولي اللي est accepté mais وقت لافكتاسيون كيلقى روحه ماهوش في سراوين مثال ابعد حاجه اللي هي ديما تقول ان شاء الله نديك في سراوين دونك وقتها يرفوز d'être recruté. Il a le droit de. Donc il postule pour Zawan, pas pour toutes les. Alors que هو في الملول في الكول ils doivent postuler يعني يقولوا له راك tu es obligé وين ما نحطوك احنا تمشي. Mais خاصك تقول une femme de 32 ans avec 2 enfants تقول لك bon Zawan je vais faire la navette mais pas plus loin. Donc عليك احنا dans chaque كل عام على 300 تلقى فما 200 ولا 180 qui postulent mais في l'affectation ديما c'est entre le 100 et le 120. Je veux juste poser une question. Les lauréats de Tarrésidana, les lauréats de Tarrésidana, les meilleurs, c'est quoi la spécialité Limchiro? Les spécialités faciles sont gardes. C'est l'ophtalmo, l'oreille, la dermatologie. Est-ce que ça, il n'y a pas un dysfonctionnement? Donc, ma femme se dysfonctionnement, mais elle, je le trouve bien totalement normal. Avec une faculté de médecine de 75% de sexe féminin, donc je le trouve totalement acceptable. Juste, je vais te dire sérieusement, c'était pas une question innocente, c'était une question assez visitillante. Donc peut-être qu'il faut penser à ça également. Peut-être qu'il faut penser à ça dans le truc. Si je comprends bien ta question, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est-à-dire, quand on est médecin et on a et qu'on veut défendre la vie par tous les moyens, et que finalement on voit un peu ses choix, c'est contradictoire et c'est même paradoxal. Donc il y a un questionnement fondamental dans l'éthique de ces jeunes qui vont faire de la médecine. Et merci beaucoup. Alors, actuellement, la Tunisie se trouve face à 2 alternatives dont elle doit choisir, c'est-à-dire considérer les technophones comme un réel facteur de développement à soutenir ou un concept à la mode dont on peut s'abstenir. Donc, ma problématique, elle s'est s'intéresser de prouver la défaillance du modèle de gouvernance technopolitain en Tunisie. Le plan de cette présentation concerne en premier lieu décrire l'état de lieu de la situation actuelle à l'échelle des pays développés ainsi en Tunisie,
ensuite la définition des causes et par la fin de citer les recommandations et conclusions. Alors, dans le contexte de l'économie de la connaissance, les technopoles peuvent jouer un rôle essentiel. Elles permettent de réunir sur un territoire tous les ingrédients nécessaires pour créer des synergies liées à la production, à la valorisation et à la diffusion de la connaissance. Donc, c'est une solution de choix pour la valorisation des ressources et compétences des territoires. Dans ce contexte, la Tunisie doit définir un mode de gouvernance des technopoles selon les normes de fonctionnement mondial et de l'excellence, vu la généralisation de ce concept dans les pays du Maghreb, du Méditerranée et dans le monde entier. Alors, pour prouver qu'est-ce qui se passe, l'état de développement des technopoles dans les pays en développement créateurs de ce concept, citons par exemple les success stories en France. La technopole Sofia Antipolis, dans 40 ans après sa création, elle a pu réaliser 1400 entreprises, dont 40% en une activité de R&D, près de 30 000 emplois directs, plus de 5 000 étudiants de troisième cycle, 4 000 chercheurs du secteur public. Ce graphique montre l'évolution du nombre d'emplois, donc nous pouvons conclure que les technopoles ont un rôle majeur pour la création d'emplois et de richesses pour les territoires. Un autre exemple de success story aux États-Unis, le Silicon Valley, qui présente le pôle des industries de pointe. C'est la première technopole au monde, la 7e puissance mondiale. Il représente 20% de l'activité mondiale des technologies. Il occupe la première place dans le monde quant à la proportion des personnes employées dans les technologies de l'information. Il a un taux de chômage faible, inférieur de 4,3%. La productivité ne cesse d'augmenter pour les brevets et produits. Donc, nous pouvons conclure que d'après les exemples mentionnés ci-après, bien que les technopoles se présentent comme de véritables moteurs de croissance pour les pays, elles constituent de véritables vitrines pour mettre en valeur le progrès actuel des pays. En ce sens, les pays doivent poursuivre le bon choix de modèles et de stratégies de gouvernance, et ce, en fonction de son contexte, ainsi que la technopole puisse différencier son offre par rapport aux multiples technopoles du pays voisin. Dans ce contexte, à gouvernance, normalement, la gouvernance et la bonne gouvernance jouent un rôle majeur dans la réussite du projet des technopoles. Alors, la gouvernance en général, les différents niveaux de la gouvernance du technopole, elle se situe en niveau interne de la technopole, niveau territorial et niveau central qui concerne l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe en Tunisie pour l'état de lieu en Tunisie pour les technopoles? Donc, ce concept a été adopté depuis 1990 avec le pôle Rasel, qui représente notre première success story dans le domaine d'éthique. Et cette expérience se continue en créant 10 autres technopoles spécialisés dans les filières high-tech telles que les technologies électroniques et énergie renouvelable. Le graphique suivant montre les phases de développement pour chaque technopole, pour chacune de ces 10 technopoles. Nous trouvons que nous voyons que les pôles en maturité sont l'ARFC pôle, El Rasela et Technopole Bizerte, les secteurs humain, textile, lactique ou l'agroalimentaire. Le cadre juridique de ces technopoles sont 100% privés. Pour les autres technopoles, normalement, nous remarquons un blocage de développement un blocage de développement, que ce soit pour les pôles Gebs, Gafsa ou Sfeqas, voilà, c'est différent, qui ont chacun a un secteur bien déterminé de spécialité. Alors, la première chose à souligner, c'est que qui bloque le développement
qui a une mauvaise impact sur la bonne gouvernance des technopoles, c'est l'aspect juridique. Malgré les quelques modifications faites au niveau juridique pour les technopoles, au premier lieu, leur gestion était sous forme d'unité de gestion par objectif, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Ensuite, il y a eu, pour rendre plus d'efficacité et d'efficience au rôle des technopoles, il y a eu le recours à une société de gestion via la participation des institutions financières privées et publiques ainsi que les leaders du secteur. Mais cette expérience, mais ce cadre réglementaire n'a pas été à la hauteur des ambitions pour que les technopoles puissent réaliser leurs objectifs visés. Donc nous pouvons conclure, d'après des études qui ont été faites sur les technopoles via les entretiens et les questionnaires faits que ce soit au niveau du ministère de l'Industrie ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, les principales causes de défaillance sont la phase transitoire du pays, le cadre juridique, l'approche de financement adoptée, la lourdeur des procédures administratives, la multiplicité des tutelles, le privilège de certains secteurs sur d'autres. Avec la défaillance des technopoles beaucoup mieux avancés et d'autres sont freinés, ainsi que la création de structures concurrentielles offrant les mêmes services. Narki ou barcha zones industrielles sous la tutelle de la FI, Narki les technopoles qui offrent des zones industrielles, Narki les zones industrielles régionales. Et il prouve une contradiction des politiques publiques entre elles qui se définit le plus souvent arbitrairement et avec une approche qui manquait de l'esprit participatif et analytique. Et pour conclure, je pense que nous pouvons conclure que trop de technopoles tuent la technopole. Les technopoles, c'est l'image du pays et ça représente l'image du pays et sa crédibilité. Via les technopoles, normalement, c'est l'image du pays et sa crédibilité qui entrent en jeu. Donc, pour ne pas avoir des conséquences inverses des technopoles installés en Tunisie, il faut faire une restructuration du paysage technopolitain tout en suivant les bonnes pratiques des expériences internationales de mise en place qui se basent surtout sur de s'assurer de l'implication des acteurs clés, de définir une vision commune ancrée dans les objectifs stratégiques du pays, définir le modèle de financement, disposer d'un modèle opérationnel performant et d'une gouvernance efficace, rendre l'offre de la technopole attractive vis-à-vis de l'international. Et merci. Merci, Jazia. Si Samir. C'est ça, donc c'est un exposé bien documenté, pas mal d'informations. Voilà, mais peut-être ça, il était une base de titre. Alors, technopole, vous parlez de technopole et pôle de compétitivité. Le titre, mais après, on ne trouve plus les pôles de compétitivité. C'est comme dans le cadre de la technopole. Oui, mais on ne comprend pas. Bon, c'est une dimension peut-être qui aurait manqué parce que les technopoles, on les fait souvent pour améliorer la compétitivité. En général, on a une succession du développement du modèle à l'étranger, mais pour le modèle. Alors, soit vous le mettez dans le titre et vous le traitez dans le corps de notre sujet, soit si vous pensez que ce n'est pas adapté, donc j'aurais dû utiliser le titre, loi, on essaie de deviner ce qui va venir par la suite. Sinon, ouais, il aura sur sa fin. Donc ça, c'est une première remarque. Bon, sinon, je pense honnêtement que le sujet est très intéressant, mais bon, il a été traité dans sa globalité. Vous l'avez attaqué, on est plus focusé sur un aspect. Comme ça, vos recommandations me paraissent générales. Améliorer le cadre juridique. Mais comment le décideur, trop l'améliorer, oui, je veux bien, hein, mais qui fait ce manière? Mais
معناتها هو احنا تويك اللي قاعد صار في التكنوبول depuis 3 ans. Les enquêtes se fait, mais معناتها de pouvoir arriver à des recommandations réelles ما وصلناليش. خاطر ما يتلاموش les acteurs معناتها concernés. نورمالمون لازم تدخل فيها الحكايه كادر جوريديك مش انا لازم الاكسيونير يكون حاضر. يقول لك لي بانك مثال يقول لك انا ما نحبش ندخل في on attend de vous en tant qu'analyste de donner votre avis sur ça. مثلا réformer le reste, je trouve crédible l'enquête intérieure. Je fais un entretien avec les actionnaires qui sont pourquoi un titre améliorer كيفاش يقول له مثلا faire une consultation ولا mettre اللي تحكي عليه انت une plateforme ولا effectuer des entretiens, générer de la connaissance, la perception. علاش الناس يحبوا معناها تعمل des enquêtes de satisfaction معناها des gens qui travaillent dans les technopoles. حاجات من النوع هذا هذوك باش يعطيهم باش تقعد améliorer le cadre juridique. Ok, je veux bien, mais souvent الناس اللي انت بتخدم لهم على الكونسيبتوال يحبوا حاجات عمليه. يحب كيفاش هو البروجي هذا سي معناتها بروجي ديتا. معناتها ليتا هي لازم تاخذ فيه ديسيزيون. انا جو سيبوز يقعدوا يعملوا طاوله وكريسي ويتقعد الناس الكل ويقولوا اون افونس والا اون اريت. خاطر فريمون معناتها انا ان طونك معناتها شارجي دو بروموسيون دي تكنوبول كي يجيك واحد انت في معرض ولا باش تحكي مع انفستيسور باش تحكي له على التكنوبول لي سيرفيس باش تحكي له تيوريكمون مي انت او فون تعرف سي با كريديبل. يقول لك انا اون فون دي تيران اندستريال نعطيو دو بروميس دو فونت مي من بعد تمشي. يقول لك نستنيك شهرين عام وبعد يمشي على روحه. معناتها ليتا هي لازم تاخذ ديسيزيون فيها. معناتها يا تاخذ تعاون على التكنوبول باش يقطعوا على التقييم سينو تنحيها وتربح الناس الكل خاطر سي لونجو لا كريديبيليتي ليماج دو بيي هي اللي تدخل ان كونسيديراسيون. Moi, je voudrais vous remercier. J'ai trouvé, sincèrement, j'ai trouvé dans cette présentation donc, enfin, tous les éléments qu'on a évoqués au niveau des politiques publiques. J'ai noté quelque chose qui, par rapport à l'analyse, donc il y avait donc, le benchmarking avec les pays européens. Peut-être que ce n'est pas le meilleur benchmarking, parce que avec Silicon Valley, le benchmarking se fait toujours avec des comparables aussi. Hein, donc je pense qu'il faut peut-être se comparer à des pays comme la Grèce, éventuellement Portugal, des choses comme ça, Chili, enfin, mais pas Silicon Valley peut-être. Sinon, donc, je n'ai pas vraiment d'autres remarques. Je trouve que, donc, tel que c'est présenté, ça correspond à peu près à ce qu'on a souhaité voir. En tout cas, merci. Merci. Moi, je vais rejoindre un peu Samir. La problématique, elle est, vous l'avez traitée dans les généralités. Au fait, comme si il n'y avait pas de problème, pour dire la vérité. C'est-à-dire, voilà, on a ces 10 technopoles, on n'est pas aussi bon que Sophia Antipolis ou bien la Silicon Valley. Elle a comparé avec Silicon Valley, c'était un long shot. Mais nous avons de vrais problèmes. Et tu n'as pas essayé de mettre le doigt sur les vrais problèmes. Un petit peu de technopoles. Ou t'as le chèque, t'as les technopoles. Les technopoles sont des monstres à 2 têtes au moins. Vous avez 2 entités, si ce n'est pas 3 têtes, qui essaient de gouverner les technopoles, et nous savons très bien, par conséquent, qu'on ne peut pas vraiment avoir 3 têtes qui gouvernent une instance aussi compliquée que ça, et surtout dans une phase de construction, là où il y a le plus de difficultés, et on paye beaucoup plus qu'on reçoit. D'accord? Donc, le traitement était superficiel. La discussion qu'on a eue ensemble, ou tu aurais pu aller un peu plus dans les détails et toucher, mais je ne dirais pas le fond du problème, mais toucher le propre du problème. Et je suis tout à fait aussi d'accord avec Samir, tu ne peux pas dire que tu es maintenant un policy analyst.
tu ne peux pas dire ah, moi je recommande que le gouvernement يقعد autour de la table avec les concernés ويلقى لي حل. لا، داخلين باش يجيبوا هو الحل. حسب les politiciens ولا les concernés كما يقعدوا autour de la table باش يخلقوا لك الحل غاديك. إذا كان معهم دي تكنيسيان دي بوليسي اناليست كيف كنت سورتو انت قاعده عايشه في التكنوبول وتعرف شيئا ما الاشكاليات نتاع التكنوبول وجيت الفورماسيون هذه باش تعمل بوليسي بري. اذا كان انت ما تعطيهمش حل اثنين ثلاثه وهما يختاروا الحل اللي ممكن يشوفوه اقرب للوضعيه الكامله ما يشوفوش. ولذلك واحنا قلنا وحكينا انا وياك au moins tu aurais dû souligner le problème qu'il y a au moins 2 têtes qui sont en train de gérer cette technopole, si ce n'est pas 3, au moins dire qu'il faut avoir une seule tête. Au moins. Et quand même, benchmark, j'aurais aimé faire le benchmark اللي عملته نكمل النقطة هذه ونتكلم. وقت عملت مع تكنوبوليس هذيك au moins j'aurais aimé au lieu de voir seulement قداش عندهم من واحد يخدم وقداش عندهم من بروفي ولا حسب النوع هذا تحكي لي على ستركتور دو غوفرنونس تاع تكنوبوليس باسكو هذاك هو هذيك هي الاشكاليه اللي انت حاسس بها. فهمت كيفاش؟ وقت الوقت توريني تقول شفت كيفاش تكنوبوليس عندهم اون تيت معناتها كي برون les dernières décisions et qui met en musique tout le monde. Par contre nous avons celui qui gère la société de gestion. Ou le ministre de l'enseignement supérieur qui gère les centres de recherche et qui gère des institutions universitaires. Sachant que les DG des centres de recherche eux-mêmes se prennent, ce qui est tout à fait normal, comme étant des boss, et ne prennent pas d'ordre de la société de gestion. Et du coup, tu as la Shachuka, qui ne prend jamais. J'aurais aimé quand les généralités. قعدت في الجنراليتي بوردو هاي تفضل نعطيك دقيقه باش تجاوب. La partie de la gouvernance, un modèle de gouvernance pour les pays développés, bon, موجودة باش تلقاوها في البوليسي بريف دو كومون هذيك. إلا جيتي في خفمة باش نتجاوز الوقت والكل باش نقصت حاجات جي با بيتيتر جي با ريوسي مي لا جازمة تعرف روحك ما عندكش وقت امشي للأهم وتخلي المهم. امشي للأهم تقدر تعرف شنو الرول نتاعك سا سي امبورطون. انت هنا توريك احنا نقول لك في هنايا باسكو تو اي لا بوغ ابروندر. فهمتني كيف تعرف روحك باش تمشي وتجاوب على الاشياء امشي للشيء الاهم ونخليو المهم. سي اون ديسيزيون ديفيسيل مي il faut apprendre à faire la différence entre l'âme et le mauvais. Allez, bonne chance. يعطيك الصحة. تفضل سيدي عندك 10 دقائق. شكرا. Bon, d'abord, merci pour tout le monde. تستحق ديجا باش تقربوا برشا. C'est bien. Bonjour tout le monde. J'espère bien que vous serez compréhensif de nos revenants grâce de contraintes du temps. Mon projet est concerné de l'agriculture biologique comme une nouvelle niche d'exportation de produits agricoles divers. Bon, je veux commencer par les problèmes qui confrontent ce domaine. Le produit organique est visé en exportation est trop axé sur des produits particuliers comme la date et l'huile d'olive. Et non seulement, et aussi il y a une absence de spécificité dans la loi 30 en 1999 du ministère de l'Agriculture. Et aussi, il y a un manque d'encadrement ministériel au niveau de ce plan. Ce sont les problèmes qui en va parler. L'abstract
Le but de mon projet est de montrer l'importance du secteur agricole biologique et son rôle en économie et comment l'améliorer. Voilà, c'est un flash à propos de mon policy brief. Et c'est ça. Bon, concernant les objectifs, mon étude est centrée sur les agricultures tunisiennes. Ils ont trouvé une bonne équation qui pousse l'agriculture tunisienne, comme j'ai déjà dit, à une nouvelle niche d'exportation de produits agricoles divers, plus les produits connus. Et c'est une flash historique qui montre que ce domaine est partiellement nouveau en Tunisie. Il était lancé en 1984. D'ici, on peut dire que ce domaine a 30 ans approximativement. Donc, je propose qu'on peut établir un nouveau loi dans le domaine. Et c'est un graphique qui montre que l'huile d'olive et les dates sont les plus sont les deux produits, sont les deux majeurs produits. Bon, les atouts. La Tunisie est dotée d'un facteur de travail qualifié et disponible. Celui-ci coûte de 3 à 5 fois moins cher que son homologue dans le monde. Ce type de production est intensif en facteur de travail. Le produit tunisien sera compétitif sur le marché international. Bon, ici, les alternatives de créer, à mon avis, de créer des centres régionaux de coaching dans le domaine. Et c'est ça. Merci. شكرا. تفضل سي سمير. يعطيك الصحة سي محمود. Bon, le موضوع اللي اخترته c'est un sujet très intéressant bien sûr, mais malheureusement bon, ce que je retiens c'est que vous avez été plus descriptif. Vous avez fait l'état de la situation à titre quelques chiffres, à titre un peu l'évolution de la situation depuis 1980 mais on ne sent pas شنو هي الإشكالية المطروحة. en termes de potentiel, le potentiel de l'agriculture biologique, vous allez convaincre le décideur que عندها مستقبل كبير l'agriculture واحد. لكن مادام ماشي هي c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de cette agriculture biologique? Donc d'abord on ne sent pas et le fait que vous n'avez pas identifié, fait le diagnostic comme il faut, ça s'est répercuté sur la qualité de vos recommandations. Les recommandations, presque avec une seule alternative sous forme de recommandation qui a un peu créé un centre de coaching régional pour promouvoir la culture biologique. Bon. Quels sont les obstacles? Les obstacles à l'agriculture biologique, on ne les comprend pas. Allez, ça n'avance pas. Au niveau international, il y a une forte demande. أكثر منا علاش هذوما هما les éléments peut-être qui auraient un peu plus enrichi un peu la présentation. Bon, خلي يكملوا مخيل وبعد. يعطيك الصحة. دونك rédiger. On a un problème, une condition devient un problème quand on sent qu'il faut faire quelque chose.
on doit faire quelque chose pour y revenir. Donc في الفورمulation du projet تاعك فما شويه هكا صعوبه في الناحيه présenter des propositions et la phase finale après une très très bonne analyse, soit qu'elle est faite par soi-même, soit qu'elle est récoltée à travers un certain nombre de documents, de collecte d'informations, de croisement, etc. Une fois qu'on a fait une excellente analyse, il y a des niveaux de défaillance. Les causes structurelles d'analyse, l'accès, les pratiques, les services, les institutions, les performances, etc. Et là, tu peux faire des propositions. Donc, maintenant, c'est je dis, أن نراه من الأفكار والمقترحات والحلول تجيب الأناليز. يعني تجيب une bonne analyse profonde et assez systématique de la problématique. Bon, ça s'amène apparemment إنه domaine de l'agriculture biologique, mais je veux dire, si هو ماشي, mais il est très très visé vers 2 ou 3 produits اللي نسميهم معناها كيف ما الدولة وكيف ما زيت زيتونة وشوية البرودكت. ما اسمع فوالا سي سا، مي ما سمعناش هكا بالطماطم بطاطا فلفل حاجات من النوع هذا يكونوا معناها ديستيني معناها فيغ ليكسبورتاسيون اللي نجم يكونوا معناها عندهم دور ايكونومي كبير برشا. معناها نجم يكونوا معناها كابيتال معناها ديفيجن سي سا هذا. ايوا علاش؟ معناتها هذاك سي لو كونستا، قلت لك ديما نمشي واحد بوليسي بريف اون بار لو كونستا de la situation فما ان جاب فما مشكله. احنا باش نجيبوا الاختراع، انت معناها المشكله هذيك لازم تشخص. علاش مثلا قعدنا لاصقين لو فرضنا حتى كان انا شو با داكور خاطر ميم لي زاغرون كون اكسبورت نو سون با بيولوجيك او سونس معناها ستاندارد. حتى لويل دوليف معناها عندهم هما دي كريتير معناها pour classer une agriculture biologique, c'est assez rigoureux de ne pas utiliser les pesticides, alors qu'on sait que le Gabon déjà a la nappe, les pesticides. Donc, d'abord, supposons que j'accepte l'hypothèse, on se diversifie, c'est ça, c'est ce qu'on connaît bien. Votre souci, c'est l'agriculture biologique, elle est concentrée sur 2 produits, on n'arrive pas à diversifier et à augmenter notre production. Donc, ils نشوفوا الدواء الموجود. خاطر باش تعمل بوليسي بريف انا كي باش تجيب انت باش تجيب واحد اون اوردونونس تاع طبيب باش تهديها لواحد تقول له لازمك تعمل ان كونسي سور اون سيتواسيون فما خلل. اوكي دونك هذاك الخلل لازمك تشخصه مليح باش من بعد على ريفي تلقى لي ريكومونداسيون تاعك. هذاك d'après mes 5 recherches, je découvre que l'article 30 معناها جينيرال ياسر، معناها ما حددش حكى عن لاغريكولتور بيولوجيك سي سا. هذا اللي خارج معناها اقترحت علاش ما ينجمش يكون معناها دي سونتر ريجيونو او كوتشينغ دو كوتشينغ. علاش؟ على خاطر الكولتور نتاع البيو مازالت ماهيش منتشره بالدرجه الكبيره. مانيش نحكي على الكونسوماتور اكثر منه نحكي على الاغريكولتور. الاغريكولتور معناها حاجه رونتابل وهذاك هذا معناها صحيح هو عنده الحق الى حد ما انه يخزرها معناها حاجه دو فورم دو بروفيت معناها ربح. سي سا. اي دونك سي فوالا مثلا انا اللي ما نحبش نطول بس تدخل فيه دونك سي ان بروبليم دانسيتاسيون. سي الناس الفلاح يمشي ناتوريلمون في الاغريكولتور الاخرى خاطر رابح اكثر واسهل ويا با دوبستاكل. Donc le problème c'est que si on veut promouvoir l'agriculture biologique, لازم تقترح عليه السيد في البوليسي بريف c'est de revoir le système d'incitation. À travers. Et هذاك يكون à travers j'ai proposé معناها des centres régionaux معناها de coaching باش علموا تشجعوا يدخل دور الدولة زاد شوية bien sûr. C'est ça. Ok. Merci. شكرا. D'accord, monsieur. شكرا بارك الله فيك. Le suivant et le dernier. 10 minutes, D'accord. Donc, voilà, le projet la policy project que j'ai commencé à travailler, c'est sur l'éducation par les pairs. C'est pour faire une politique publique de sensibilisation sur le comportement à risque des jeunes en Tunisie.
Donc, on a choisi le groupe d'intérêt sur lequel on travaille comme ministère de la Jeunesse et du Sport. Donc, on a choisi les jeunes qui représentent en Tunisie pratiquement 28,4% de la population. Et ce qui implique pratiquement que cette catégorie de la population est pratiquement intéressante avec ce nombre-là. Donc, le groupe d'utilisateurs pour cette politique sont les professeurs de jeunesse qui travaillent au ministère de la Jeunesse et du Sport et les travailleurs de jeunesse de la société civile. Le decision maker dans le ministère de la Jeunesse et du Sport, ça a représenté en gros la politique. Donc on a choisi l'objectif sur lequel on va travailler, c'est assurer la situation sanitaire des jeunes tunisiens. Le problème qu'on a posé, c'est la propagation des comportements à risque chez les jeunes et son effet néfaste sur la santé et la vie des jeunes tunisiens. Et quand on parle de comportements à risque, donc on parle des comportements qui peuvent causer des problèmes sanitaires ou même la mort des jeunes tunisiens. Donc on parle de drogue, consommation de drogue et de tabac, d'alcool, les rapports sexuels, donc, et des migrations clandestines et d'autres. Et l'autre problème, c'est l'inefficacité des stratégies de sensibilisation traditionnelles à résoudre ce problème. On est revenu dans le policy brief que j'ai préparé, donc à des indicateurs. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de chiffres. La dernière consultation qui a été faite par le ministère de la Jeunesse et du Sport datait de 2005 et elle n'a été pas publiée jusqu'à maintenant. Donc on a trouvé justement quelques chiffres qu'on a pu trouver dans d'autres études qui ont été faites. Donc on n'a pas vraiment trouvé beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques sur ça. Et surtout, je parle pendant ces 3 jours, 4 jours ici, on a fait l'effort pour avoir quelques chiffres, quelques tableaux qui représentent ces comportements-là. Ça a été classé et ça datait de 2005. Mais le problème qu'on voit aussi, à part les statistiques, il y a l'observation des travailleurs de jeunesse que je représente dans la société. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'études, on a besoin de ça, mais ces problèmes-là, on les sent, on les voit tous les jours, et on parle de ça tous les jours dans les médias et tout. Donc le problème, on a ce problème-là. Par exemple, si je donne un exemple pour voir l'immigration clandestine, on n'a pas de chiffres jusqu'à maintenant. On n'a pas de chiffres fiables, avec des études, des consultations qui ont été faites. Mais on est revenu à un nombre qui a été officiellement donné, qui a été 22 000 personnes qui ont fait l'immigration clandestine juste après la Révolution. Donc, et c'est un nombre qui révèle qu'il y a un vrai problème et qu'il y a des nombres, pratiquement, grand nombre d'immigrants clandestins. Les solutions qu'on donne. Donc, c'est de voir une nouvelle façon de sensibiliser, de travailler sur une politique de sensibilisation des jeunes, de ces comportements. Et les solutions qu'on a trouvées, c'est impliquer et faire participer les jeunes à sensibiliser leurs pareils. Parce qu'on travaille la sensibilisation de côté à ce que les associations, ou bien les travailleurs de jeunesse, c'est eux qui essayent de sensibiliser, ou bien les spécialistes. La méthode qu'on présente, ou qu'on essaie d'impliquer, c'est impliquer et faire participer les jeunes eux-mêmes à sensibiliser leurs pareils. Donc, aussi, parmi ces solutions, c'est utiliser, généraliser l'éducation par les pairs pour pouvoir minimiser l'effet du multiplicateur de ces comportements. Donc, enfin, on va créer des gens leadership, renforcer leurs capacités et les motiver pour jouer leur rôle de sensibilisation. Ce sont les solutions qu'on propose
Et en bref, en policy brief, on a donné un nombre qu'on essaie de travailler sur les maisons de jeunes. Il y en a, on a 354 maisons de jeunes en Tunisie. Si cette solution travaille sur 10 leaderships, former 10 leaderships pendant une année dans chaque maison de jeunes, une vraie formation, on aura plus que 3500. Pour commencer, on aura plus que 3500 éducateurs pairs dans différents domaines qu'on va choisir, que ce soit la consommation de drogue ou bien sensibiliser sur d'autres choses. Donc c'est travailler sur les jeunes eux-mêmes, c'est les former, renforcer leurs capacités pour qu'ils peuvent s'impliquer dans cette politique. Les mesures à prendre pour réaliser ces solutions, donc on a parlé de créer une cellule de renforcement de capacité pour les professeurs de jeunesse qui, eux, normalement, doivent former ces leaderships, élaborer une stratégie de travail pour les maisons de jeunes, pour qu'elles peuvent, ces maisons de jeunes peuvent accueillir et former et faire sortir des leaderships de ce genre, mise en œuvre d'un plan d'action pour assurer la participation et la reconnaissance des jeunes leaderships. On parle ici de motivation aussi, la reconnaissance, et les faire participer. Assurer la coordination entre les différentes directions et services au sein de la direction générale de la jeunesse. Et là, vous pouvez trouver aussi dans le... j'ai pas voulu les mettre à cause du temps, mais dans le policy brief, c'est bien marqué quelles sont les différentes directions et services qui peuvent modifier ou qu'on peut modifier ou modifier au moins l'interaction entre elles. Donc, organiser des festivals, des événements régionaux et nationaux pour les expressions artistiques des jeunes et favoriser des produits qui sensibilisent les comportements à risque, puisque c'est leadership qu'on va choisir, aussi on doit choisir d'entre eux des jeunes qui ont des expressions artistiques de jeunes, c'est-à-dire des chanteurs de rap, des danseurs, des personnes qui font du théâtre, et le thème qu'ils vont travailler, dont ils vont travailler, ce sont les comportements à risque, sensibiliser leurs pairs de ces comportements-là. Et enfin, donc, faire participer les ONG dans cette politique, bien sûr, pour faire participer plus de monde. On parle de 3500 éducateurs pairs seulement dans les établissements publics, dans les maisons de jeunes, mais aussi si on implique les ONG aussi dans cette stratégie, dans cette politique, on peut atteindre un nombre plus maximal que ça. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. J'ai une question que je veux une réponse tout de suite et pour pouvoir continuer et baser dessus quelques remarques. Les 28% de la population sont des jeunes. Est-ce que j'ai bien entendu un nom? Tous ceux qui sont au moins c'est sinon la main. J'ai pas essayé. Dans le policy brief, j'ai mis l'arma. Mais entre 14 ans et 29 ans. Il y a entre 14 ans, pratiquement 16 ans et 24 ans, on a 18 et parfait. Voilà. Pour toi, les 28%, entre 16 et 29 ans. Parfait. Juste pour pouvoir enchaîner après. Donc bon, sur le plan des informations et la structure et le diagnostic, je crois que les 4 jours ont été bénéfiques. On voit très bien ce que vous avez reçu comme input de notre part. Il a été mis dans le débrief. Éventuellement, par contre, sur le plan des parties prenantes, éventuellement, j'ai peut-être quelques remarques. Il y a deux choses, il y a 2 institutions qui manquent. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, pourquoi il opère tout seul?
Pourquoi c'est pas un plan national déjà, d'un côté, et d'un autre côté, il y a une instance constitutionnelle qui s'appelle l'instance des nouvelles générations aidées, qui qui va être lancée avec la Constitution, qui est créée par la Constitution, donc elle pourrait éventuellement avoir un rôle ici. D'un autre côté, c'est un système d'éducation. Donc éventuellement, vous proposez quelque chose qui ressemble un peu au scout. Qui ressemble, je ne dis pas qui est, mais qui ressemble. Ça pourrait être au scout. Mais les scouts, maintenant, on voit la dérive dans laquelle ils sont en train de partir. Du moins sur le plan de la non-neutralité politique. Disons les choses comme ça. Mais au même moment, c'est un système d'éducation. Et au même moment, la Constitution, elle interdit toute campagne partisane, politique dans tout système d'éducation. Donc il faut un mécanisme, il faut éventuellement penser à un mécanisme de contrôle et de prévention de ce genre pour que les bien fondés restent les bien fondés et ne se transforment pas, justement. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour cette présentation. Il n'y a quand même pas de chiffres. Vous avez dit qu'il n'y avait pas suffisamment de chiffres. Donc, mais c'est très important de marquer les esprits par un certain nombre de données quantitatives dans une présentation. Alors, vous voulez parler de vulnérabilité, et vous avez dit dans les objectifs qui sont essentiellement sanitaires, et cela suppose d'impliquer donc tous ceux qui s'intéressent aussi à la vulnérabilité et conditions sanitaires des jeunes. Alors il y a tout un ministère qui s'occupe de la santé des Tunisiens, en particulier des jeunes, qui n'a pas du tout été cité, avec donc une direction, donc la DSSV en particulier, qui s'occupe de tout ce qui est base, et même avec la santé à l'université. Je pense que il faut partir de la situation actuelle, c'est-à-dire faire ne serait-ce une analyse critique de la situation actuelle. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les programmes qui ont été mis pour réduire la vulnérabilité et montrer comment ça n'a pas marché par rapport à un certain nombre d'indicateurs chiffrés. Est-ce qu'on a pu arrêter, par exemple, la croissance de la consommation de produits toxiques, de l'alcool, du drogue, etc. Est-ce que tous ces éléments-là, avec des indicateurs chiffrés, est-ce qu'on les a pu les arrêter ou pas? Si on n'a pas pu les arrêter, pourquoi? Et donc il faut proposer là des solutions. Et l'éducation européenne vient, entre autres, comme un instrument pour pouvoir toucher des jeunes et donc réduire ces vulnérabilités. Donc je pense qu'il faut faire un effort pour argumenter la notion de vulnérabilité, qui n'est pas une notion très simple à présenter. Il faut élargir donc, les acteurs, participer les acteurs. Et je vois que vous avez laissé une place très marginale à la société civile. À la fin, il y avait faire participer. Alors que donc, dans l'éducation des jeunes, donc, le rôle fondamental de la société civile, en partenariat avec les instruments publics, est très important. Donc je pense un peu plus d'attention sur les acteurs, les principaux acteurs, et construire encore mieux l'argumentaire, en particulier en utilisant des données donc, chiffrées. Je pense que ça donne un peu plus de consistance à cette problématique qu'il faut peut-être aussi reformuler, non pas en termes d'éducation, mais en termes toujours de problème. Quel est le problème
qu'il faudrait résoudre en particulier, c'est celui de la vulnérabilité des jeunes par rapport à un certain nombre de risques sanitaires ou sanitaires. Ça. Bien, merci et bonne chance et bon retour. Et je vous remercie aussi les membres du jury, سي فتحي سي أنيس على سلامتكم. هذه أول مرة الدفعة الأولى اللي قمنا بها في برنامج يعني مع البريتش كونسل ومع البنود، وقامت بها العملية محالة هي الجمعية التونسية لتنمية العلوم والتكنولوجيا والتجديد. وكانت الحقيقة مساهمة من طرف الجمعية حتى تحاول باش تخلق أكثر ديناميكية خاصة عند الشباب في كل ما هو سياسات حكومية. ونتصوروا أن العملية الأولى هذه كانت ناجحة ياسر، خاصة بالجهود اللي حدثها كل المتعاونين على الدفعة الأولى هذه. ونحب نشكر كل ما تدخل في هذا العمل الناجح، وشكرا. برنامج يعني يعنى بمهارات في مجال بناء السياسات العامة، برنامج كامل وفعلي ويهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية عموما والمشاركة الشبابية في الحياة العامة، ويبني قدرات حقيقية على مستوى فهم السياسات وضبط السياسات وتحليل السياسات، ويعطي قدرات حقيقية للسياسيين في المستقبل لاتخاذ القرارات اللازمة في تطوير البرامج. ومجموعة الشباب اللي شاركت فيه كانت متحمسة وراغبة في التعلم، ونتصور هذا يعطيهم دفع في المستقبل ويشجعهم على المشاركة ويدفع الشباب كيف الحكومة يدفعوا المشاركة في تطوير هذا البرنامج. برنامج يعني لتطوير قدرات وتقوية قدرات الشباب التونسي لبنات 35 و 45 عام من كوادر الإدارات ومن كوادر الإدارات في الإدارة العامة حتى في الخواص. كان برنامج على 4 أيام اللي حاولنا نتعرضوا فيه لجميع ما يمكن أن يكون قدرات ويطور قدرات هذا الشباب في إطار ما يسمى بالقيادة وبرامج قيادية في كتابة سياسات عامة، وهو يعني مختبر السياسات بطبيعة الحال. ويجب تطوير هذا البرنامج والمواصلة في تدعيمه، والشكر كل الشكر لكل من المنظمات المساهمة، وخاصة منها المنظمة التي جاءت بفكرة البرنامج وهي مؤسسة يعني ومؤسسة تاستي. وبطبيعة الحال احنا كممثلين عن الأمم المتحدة كنا شاركنا في البرنامج هذا ودعمنا البرنامج هذا، وبطبيعة الحال زاد الشكر للمنظمة اللي نتعاون معها المعاونة، وهي منظمة البريتش كونسل. سلامتكم. اليوم اختتمنا المباراة نظمتها البريتش كونسل مع كاستي والنادي، والهدف تاع الورشة هي تدعيم قدرات المحللين السياسيين، المحللين معناها في الميدان السياسات العمومية. دونك احنا فرحانين خاطر هي معناها تسمى
في مجال